Bienvenue dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée au franc CFA, la monnaie actuellement utilisée dans 2 sous-ensembles du continent africain. Et au sommaire également de cette émission, le Maroc et 9 pays arabes dont l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis se sont retirés du 4e sommet afro-arabe qui se tient actuellement à Sipopo en Guinée équatoriale. Ils refusent de participer à un sommet auquel siège la RASD, la République arabe sahraoui démocratique. Et puis nous parlerons également de la situation au Burundi puisque les organisations humanitaires ont tiré la sonnette d'alarme quant à la situation des droits humains et on appelle à une réaction rapide et efficace de la communauté internationale. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour débattre de ces sujets qui font l'actualité du continent africain. Notre invité tout d'abord est chef d'entreprise Edem Dalmeda. Monsieur Dalmeda, bienvenue parmi nous. Merci, bonsoir, merci de l'invitation. Et notre éditorialiste, bien évidemment, Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, c'est un plaisir de vous retrouver. Un plaisir aussi de vous retrouver, Amira, et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le Maroc, épaulé par plusieurs pays arabes, a annoncé via un communiqué son retrait du 4e sommet afro-arabe. Les travaux se sont ouverts ce 23 novembre à Sipopo, en Guinée équatoriale, mais ces pays ont décidé de se retirer de ce sommet en signe de protestation contre la présence d'une délégation de la République arabe sahraoui démocratique. C'est un sujet qui nous a été préparé par Mélina Pocassa. Le Maroc et 8 autres pays arabes se retirent du sommet afro-arabe. Il s'agit des délégations du Maroc, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, Bahreïn, Yémen, Somalie, Qatar et les Émirats Arabes Unis. Ils ont décidé ce mardi 22 novembre de se retirer du 4e sommet afro-arabe qui se tient actuellement en Guinée équatoriale. La raison évoquée par les membres des délégations n'est autre que la participation du Front Polisario. C'est tout à fait dommage, c'est la conséquence d'un phénomène qui dure déjà beaucoup d'années. Je crois que ce sont des obstacles que nous disons que nous devons surmonter. Et c'est tout à fait dommage parce que ce sont des partenaires importants. Ils ont cité le Maroc, l'influence du Maroc aujourd'hui en Afrique, les gros investissements que fait le Maroc en Afrique. Je crois que je dois tenir compte de cette et surtout sa volonté de faire en sorte que nous devons ouvrir tout pour que le Maroc revienne. L'Union africaine est responsable, les Nations Unies aussi sont responsables de que ces situations perdurent jusqu'à aujourd'hui. Je crois que c'est une affaire qui devait être déjà résolue depuis longtemps. La délégation marocaine avait vivement protesté lundi contre la présence de la délégation du Front Polisario. Une protestation qui avait poussé les autorités équato-guinéennes à reporter le sommet à ce mercredi 23 novembre 2016. Le Maroc a certainement voulu faire un coup d'éclat par rapport à ses propres ambitions et par rapport également à son insertion. Vous voyez, c'est le Maroc aujourd'hui qui fait beaucoup ce qu'on appelle les relations sud-sud. Et donc à partir de ce moment-là, la position du Maroc devient extrêmement importante. Et sa position est naturellement sous condition, donc elle est conditionnée par un certain nombre de choses. Alors dire que la Guinée équatoriale puisse anticiper la pensée des Marocains, c'est un peu difficile. Je pense qu'ils ont joué le jeu jusqu'au bout, mais simplement à la fin, ils ont posé des conditions, et lesquelles conditions n'ont peut-être pas été satisfaisantes. Et à partir de ce moment-là, c'était le moment idoine, le moment idéal pour faire un coup d'éclat. Malgré le retrait du Maroc et des 8 autres pays arabes, les travaux du sommet se poursuivent à Malabo. À savoir que le retrait du Maroc du sommet afro-arabe intervient quelques semaines après le dépôt d'une demande d'adhésion à l'Union africaine. Le Maroc, qui avait quitté l'Organisation de l'Unité africaine en 1984, proteste contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique qui lui conteste la souveraineté sur le Sahara occidental. Jean-Marie, très rapidement, est-ce que vous comprenez l'attitude du Maroc précisément de quitter ce sommet auquel il avait commencé de participer pour protester contre la venue de la RASD?
Le Maroc est là pour défendre ses intérêts. Le Maroc a décidé de réintégrer, si vous voulez, la communauté de l'Union africaine. Et à partir de là, bon, elle est là pour défendre ses intérêts. Mais derrière, vous avez le droit international. On a déjà parlé de ce sujet-là ici à plusieurs reprises. Vous avez les dimensions des traités internationaux qui ont été signés. Et la République arabe sahraoui a été reconnue il y a de cela très très longtemps. Je pense que ça va être une bagarre très très difficile. Et j'ai peur qu'on déterre la hache de guerre entre l'Algérie et le Maroc. Qui n'avait jamais vraiment été enterrée, en tout cas. Alors, si le Maroc refuse de siéger au sommet afro-arabe, car la RASD y est, il paraît évident que sous sa volonté de réintégrer l'Union africaine, elle souhaite l'exclusion de la RASD de l'Union africaine. Mais pour y parvenir, il y a seulement 3 moyens, Jean-Marie, on va les rappeler ici autour de ce plateau. L'exclusion après un coup d'État, un départ volontaire, la RASD ne répond à aucun de ces 2 conditions, ou alors une modification du texte fondateur. Pensez-vous vraiment qu'on va y arriver à cette exclusion de la RASD de l'Union africaine? Mais je ne pense pas que ça va se faire aussi facilement parce que, comment dirais-je, la problématique ne se pose pas uniquement aux États africains, Amira. Cette problématique-là regarde aussi la communauté internationale dans son ensemble, beaucoup plus large, parce que la République arabe sahraoui, nous le savons très très bien, il y a le traité qui a été signé, si vous voulez, en Allemagne, il y a de cela quand même quelques siècles aujourd'hui, donc à partir de là, ça ne serait pas évident, de mon point de vue. On va rappeler que le Front Polisario a de gros soutiens, l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc aussi en a, puisque manifestement il serait 28 à l'heure actuelle au sein de l'Union africaine, a désormais souhaité la réintégration du Maroc dans l'Union africaine et donc, de façon sous-jacente, l'exclusion de la RASD. Il y a des poids lourds, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la RDC, ce sont les pays qui soutiennent le Maroc. Comprenez-vous la position des soutiens marocains, vouloir exclure une entité reconnue par l'Union africaine, en vertu de quoi on pourrait vouloir l'exclure? C'est une question, c'est-à-dire devant laquelle je suis dubitatif, si vous voulez, parce que vous avez, comme je n'arrête pas de vous le répéter, Amira, vous avez un traité international qui a été signé il y a fort longtemps là-dessus. Bon, mais maintenant, tout ce qui concerne la diplomatie économique du Maroc, la diplomatie économique du Maroc joue en sa faveur aujourd'hui et il ne faut pas oublier que, en termes d'investissement, le Maroc va faire le maximum pour essayer, si vous voulez, de se réaffirmer sur la scène africaine. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir, de façon utopique, un retour du Maroc au sein de l'Union africaine, mais également, non pas une exclusion de la RASD? Est-ce que les 2 entités pourraient siéger au sein de l'Union africaine? Je pense que les 2 entités peuvent siéger, de mon point de vue, Amira. Il n'y a pas de contradiction là-dessus. Si, puisque les 2 revendiquent le même territoire, comment pourraient-elles siéger en même temps? Mais maintenant, il faut d'abord, abroger les traités internationaux qui ont été signés. Pas uniquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas uniquement au niveau de l'Afrique. Ça veut dire au niveau de toute la communauté internationale dans son ensemble jusqu'à l'ONU. Alors, on le rappelle, même l'ONU de son côté parle d'occupation pour qualifier la présence marocaine dans le Sahara occidental. Il y a un référendum d'autodétermination pour ce territoire qui a été proposé pour régler cette question, mais il est bloqué depuis 1992 parce que les différents protagonistes n'arrivent pas à s'entendre sur la composition des listes électorales. Quelle peut donc être la solution? Mais la solution, c'est que, comment dirais-je, que l'ONU prenne, c'est-à-dire cette problématique-là, au sérieux et qu'elle supervise toute l'opération, parce que des 2 côtés, il faut que ce soit l'ONU. C'est vrai que nous avons affaire à des États qui sont des États indépendants, mais quand vous n'arrivez pas à vous trouver d'accord, à tomber d'accord, ce n'est pas la force, c'est pas par la force qu'on va y parvenir, c'est par la négociation et la diplomatie internationale qu'on a les chances d'y aboutir à une solution qui soit viable pour les 2 États. À quel point, Jean-Marie, ce conflit autour du Sahara occidental freine le développement économique et sociétal du continent? Ça freine énormément, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez une occupation qui est jugée, entre guillemets, on a parlé de l'ONU là tout à l'heure, qui est jugée comme étant une occupation illégale. Et à partir de là, dès l'instant que vous avez une déstabilisation d'un territoire, nous le disons souvent ici, l'Amiral, dès l'instant que vous avez un territoire qui est déstabilisé de quelque manière que ce soit, on le voit, si vous voulez, ce ne sont pas des guerres, si vous voulez, dans lesquelles vous avez 2 armées qui sont face à face, mais ne serait-ce qu'on a vécu Boko Haram, Daesh, à gauche, à droite et tout ce qui s'ensuit, cette déstabilisation-là automatiquement freine le développement économique des États en tant que tel. Alors Jean-Marie, vous parliez d'une situation que vous aimeriez voir changer. Vous aimeriez que la communauté internationale, l'ONU, s'en charge. C'est le même cas pour le Burundi, puisque la Fédération internationale des droits de l'homme a publié récemment un rapport alarmant sur la situation dans le pays, notamment sur les violences perpétrées à l'encontre des populations contraintes de fuir les pays. On parle bien évidemment des réfugiés et des déplacés. La FID en appelle à la communauté internationale. Elle demande des réponses claires et efficaces. L'Église catholique également en a fait de même. C'est un sujet de Déocratia Spodo.
Depuis 2015, la crise sociopolitique qui perdure au Burundi suscite de vives inquiétudes. Pour certains observateurs et notamment du côté de l'Église catholique, un dialogue inclusif serait la solution pour mettre fin à cette crise politique qui a fait plusieurs centaines de victimes et autant de déplacés. Les représentants du gouvernement, les membres de la classe politique et ceux de la société civile se rejettent les responsabilités. Pour le président de la conférence des évêques, des négociations sont nécessaires pour mettre fin à la crise car à l'extérieur du Burundi, les camps de réfugiés ne désemplissent pas. Depuis le début de la crise, on a vu quand même que l'Église catholique s'est beaucoup impliquée. Je ne crois pas vraiment que l'Église catholique, elle seule, avec cet appel, va réussir. Ce conseil de l'Église, c'est une position qui est claire, encouragée et qui nous réconforte en tant que les gens qui sont sous la pression. Il faut que le pouvoir en soi accepte de dialoguer. Il ne faut pas que le pouvoir pointe toujours les gens de l'opposition, les gens opprimés, et que c'est eux qui sont mauvais. Le Burundi est plongé dans une importante crise sociopolitique depuis l'annonce de la candidature du président Nkurunziza en avril 2015. Vainqueur de ce scrutin malgré la controverse et au terme d'une élection boycottée par l'opposition, le chef de l'État est appelé à jouer la carte de l'apaisement. Le pays affiche une santé économique et financière inquiétante, dépendant à près de 50% de l'aide internationale. Bujumbura a écopé de multiples sanctions de la part de ses partenaires qui veulent ainsi maintenir la pression sur le gouvernement. Mais pas si sûr que ces actions fassent plier Bujumbura. Il faut vraiment bien comprendre le message des évêques. Ils ne s'adressent pas au gouvernement parce qu'ils savent bien que le gouvernement a déjà ouvert ses portes, mais plutôt à certains acteurs politiques qui ne répondent pas à ce grand rendez-vous de dialogue interburundais. Alors, il y a un grand mouvement retour qui n'est pas cité. Et les chiffres qui sont avancés par le HCR sont des chiffres qui sont faux. Mais alors, le Burundi continue à demander à tous les Burundais qui se trouvent à l'extérieur pour qu'ils rentrent, parce que ça reste un sujet de très grande préoccupation, même s'il s'agissait d'un seul Burundais qui serait à l'extérieur. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, près de 300 000 Burundais ont été contraints de fuir leur pays depuis avril 2015 à cause des violences récurrentes, notamment dans la capitale. Lundi 21 novembre, des membres de la société civile burundaise et des ONG ont tenu une table ronde à Bruxelles. Objectif, discuter de la situation des droits de l'homme au Burundi et exiger une réaction de la part de la communauté internationale. Alors, ce qui préoccupe aujourd'hui certaines organisations humanitaires, c'est ce risque de génocide. Plus précisément, on parle d'une répression aux dynamiques génocidaires. Jean-Marie, avez-vous peur qu'à l'instar du Rwanda en 1994, la communauté internationale se réveille trop tard ? On peut avoir cette peur-là parce que ça, vous avez, une insécurité qui dure au Burundi aujourd'hui depuis pratiquement plus d'1 an et demi. Et on y va sur 15 mois pratiquement. À la base, tant que le problème de base, aujourd'hui, le président Nkurunziza est en place. Moi, je comprends parce que ça lui coûte de pouvoir entamer des négociations qui soient des négociations, c'est-à-dire des négociations fiables avec l'opposition. J'ai l'impression que c'est une course en avant, comme on le dit souvent sur ce plateau. Vous avez une population, ce n'est pas la population qui cause l'insécurité. Je ne pense pas que l'opposition soit en possession d'armes pour... Oui, parce que comme on voit, il y a un président dont le mandat est vivement contesté car jugé anticonstitutionnel. Une répression violente s'en est suivie. On peut clairement identifier à qui appartiennent les torts, comme vous l'avez dit. Jean-Marie, alors pourquoi les sanctions ne sont pas prises? Les sanctions ne sont pas prises tout simplement pourquoi? Parce que généralement, chez nous, en Afrique, on laisse pourrir les problèmes. On se dit que ça va se régler avec le temps. Sauf que nous n'avons pas la dynamique nécessaire autour de l'Union africaine. Moi, je me pose la question de savoir ce que fait l'Union africaine. Vous avez des débats contradictoires. Vous avez eu une réunion qui s'est tenue. Dans cette réunion-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez l'Union africaine qui avait pris une position qui était une position globale, qui représentait la voix de l'Afrique en tant que telle. Et quand vous avez un acteur aussi important que l'Afrique du Sud, qui vient maintenant réconforter, si vous voulez, la position du président en place, je pense que vous ne pouvez pas aller vers des solutions qui soient des solutions faciles à gérer, parce que le président va se prévaloir du soutien d'un des poids lourds de l'Afrique. Alors, on peut comprendre qu'au sein de l'Union africaine, il y ait des intérêts qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais au sein de la communauté internationale, pourquoi cette communauté internationale si puissante n'intervient pas en faveur des Burundais de l'opposition? Le Burundi ne représente pas d'enjeu économique en tant que tel. Il faut être réaliste, Amira. Quand vous voyez la communauté internationale se lever, c'est que vous avez un enjeu économique derrière qui est vraiment puissant. Et à partir de là, on laisse les choses se dérouler au Burundi en se disant, bon, ça c'est un petit pays, il ne nous rapporte pas grand-chose. Et à partir du moment
On n'a qu'à regarder l'histoire de l'Afrique. Vous allez voir les interventions, si vous voulez, en Côte d'Ivoire, les interventions, si vous voulez, en RDC. En Libye, plus récemment. En Libye, c'est lié à quoi? C'est lié tout simplement à ces enjeux économiques-là, dont la communauté internationale s'est dit, bon, les Africains n'ont qu'à se débrouiller entre eux. Et c'est à travers ça que je demande aux Africains de pouvoir, c'est-à-dire que nous nous autonomisions, que nous n'attendons pas tout le temps les réponses de l'extérieur venant des autres. Parce que ces gens-là sont dans l'incapacité de pouvoir résoudre nos problèmes, parce que ces problèmes-là constituent pour eux des écueils pour pouvoir, comment dirais-je, défendre leurs intérêts économiques. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Room. À tout de suite.